10 ans après les Jeux de Paris, l'Olympisme va déjà revenir en France en 2030, dans les Alpes cette fois-ci. Ces montagnes, elles ont déjà accueilli de nombreux succès. Les précédents Jeux d'hiver en France ont laissé des traces. Beaucoup d'installations vont pouvoir être réutilisées. Un peu comme ce qu'avait fait la capitale il y a 2 ans. Mais est-ce que la comparaison s'arrête là ? Est-ce que les Jeux des Alpes vont prendre la relève des Jeux de Paris, qui se voulaient innovants et qui souhaitaient marquer une rupture dans l'histoire des Jeux ? Les Jeux d'hiver incarnent la montagne, des espaces témoins des bouleversements climatiques mais aussi de société. On va décortiquer ensemble ce qui est prévu pour les Jeux des Alpes 2030. Les différents lieux de compétition, les coûts initiaux et prévisionnels, le montant d'argent public investi. Surtout, on se demandera quel sera l'héritage de ces Jeux. Est-ce que les Alpes 2030 seront une continuité des précédents, basée sur la neige artificielle et le tourisme ? Ou est-ce que ces Jeux vont nous proposer un autre modèle, une transition vers d'autres manières de faire les Jeux et de voir la montagne ? Avant d'analyser les coûts et les lieux d'accueil de ces Jeux, il faut comprendre d'où vient la candidature. Parce que contrairement à Paris 2024, les Alpes 2030 se sont faits bien plus discrets. Retournons au début des années 2000. À ce moment-là, tout le monde veut accueillir les Jeux. La compétition apporte une visibilité monstrueuse et peut changer le destin d'une ville. En France, on voit même la candidature de Lille pour 2004. Impensable aujourd'hui, car l'épreuve fait peur désormais. Les éléphants blancs, le nom que l'on donne aux équipements inutilisés, ont choqué le monde. Les coûts ont explosé, les populations dénoncent le manque de transparence, les risques de gentrification et les dégradations de l'environnement. Des mobilisations anti-olympiques prennent de l'ampleur. Les abandons de candidatures se multiplient suite à des référendums ou suite à la pression populaire. Désormais, le grand public a conscience des conséquences potentielles des Jeux. Encore faudrait-il être informé que son pays est candidat, mais ça on va en reparler. Conséquence, il y a de moins en moins de pays candidats, et les Jeux arrivent plus régulièrement là où la contestation est moins facile. Le Comité international olympique change alors ses procédures. Avant, l'attribution se faisait 7 ans avant les Jeux, dans une sorte de tournoi politique entre villes. Toutes les délégations se réunissaient dans une grande salle, chacune ayant déjà investi des millions en études et en réflexion. Elles se sentent prêtes à accueillir les Jeux. Se met alors en place un battle royal entre les villes. Les membres du CIO vont les éliminer petit à petit jusqu'à la finale. Là, par exemple, on est en 2005 et Paris et Londres s'affrontent pour accueillir les Jeux de 2012. On en est à un moment où un homme a les résultats entre les mains. Ce papier vaut littéralement des milliards, car il va annoncer quelle ville accueillera les Jeux 7 ans plus tard. To the city of London. We've done it! London have won it! They've disproved the theory that you cannot win on the day you can only lose. Donc on vient de le voir, cette procédure, elle était très théâtrale. Les villes, elles se faisaient compétition tout en prenant des promesses, mais il n'y en a qu'une qui va devoir les tenir, peu importe le prix. C'est ce qu'on appelle en économie du sport la malédiction du vainqueur. Les pays qui accueillent les Jeux vont toujours payer plus que prévu. On sous-estime les coûts, on surévalue les bénéfices. En 2014, cette procédure d'attribution elle est modifiée pour arrêter cette course à la surenchère. Ça faisait aussi beaucoup de déçus, et donc beaucoup de villes qui ne voulaient plus repostuler. Et ça, c'était pas bon du tout. Avant, tout se jouait 7 ans avant les Jeux, en public et à la télé. Maintenant, la date n'est plus arrêtée et tout va dépendre des opportunités de négociation. Les échanges sont plus discrets, donc moins de possibilités de surenchère entre les candidats, mais moins d'informations du public également. On va voir ça concrètement avec la candidature des Alpes françaises pour 2030. Je tiens beaucoup de mes informations du livre Le Crépuscule des Jeux de Guillaume Desmurs et aussi de Réinventons la montagne de Fiona Mill. N'hésitez pas à les lire pour aller plus loin. Pour les Alpes 2030, tout commence avec ces 2 hommes que vous connaissez peut-être. 2 patrons de région qui veulent faire rayonner leur territoire. Laurent Wauquiez et Renaud Muselier. En janvier 2022, dans ses vœux de début d'année, ce dernier annonce à la surprise générale « J'ai l'intention de faire acte de candidature pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2034 ou 2038. » Stupeur dans l'Assemblée, personne n'est au courant, pas même les plus proches conseillers de l'homme politique. Il n'y a pas eu un mot sur le sujet pendant les campagnes régionales. 3 fois les Jeux sont allés dans les Alpes du Nord, jamais dans le Sud, il faut rééquilibrer ça. En parallèle et sans échanger, Laurent Wauquiez pousse, lui, pour une candidature de sa région, et donc des Alpes du Nord. Les régions candidatent officiellement auprès du CIO qui leur dit « C'est cool, mais unissez vos forces s'il vous plaît ». Pour réduire les coûts, il faut réutiliser les installations des Alpes du Nord. Ça serait dommage de construire une autre piste de bobsleigh. Mais le CIO a une autre demande, d'avancer leur candidature. Pas pour 2038 donc, ni 2034, mais pour 2030. Et là, faut réaliser qu'on est en 2023, donc 7 ans avant les Jeux. Vous allez me dire, c'est comme tout à l'heure, 7 ans avant les Jeux, rien d'inquiétant. Mais avec l'ancienne procédure, il fallait arriver avec un dossier béton, où presque tout devait être pensé et réfléchi. Les 2 hommes doivent alors se presser. En une soirée seulement, ils décident des lieux des épreuves. En quelques mois, les régions candidatent officiellement, le CIO visite les installations, et c'est tout bon.
Quelques jours seulement avant les Jeux de Paris, les Alpes sont officiellement désignées pour accueillir les Jeux d'hiver. Aux Alpes françaises. Mais il y a une condition très importante qu'on va développer juste après. Pendant cette procédure, la population n'a pas été consultée. Spoiler, elle ne le sera jamais. Ça peut paraître surprenant car jamais les Jeux n'apparaissent dans le programme des élus. Alors pourquoi le CIO demande à la France de prendre les Jeux de 2030 et surtout pourquoi la France accepte? Il y avait bien d'autres villes candidates. Sapporo au Japon, Vancouver, Salt Lake City, mais aussi la Suède et la Suisse. Ces deux dernières candidatures sont écartées car elles prévoyaient des référendums, ce qui inquiète le CIO. Sapporo est prise dans des scandales de corruption liés aux précédents Jeux de Tokyo et la province de Colombie-Britannique ne soutient pas la ville de Vancouver, restent les Alpes françaises et Salt Lake City. Le CIO donne les Jeux 2030 à la France et ceux de 2034 aux USA, car notamment le contrat TV qui lie le CIO à la chaîne NBC s'arrête en 2032. Des Jeux américains en 2034 assurent au CIO une renégociation intéressante. En acceptant 2030, la France épargne 4 ans de doute et de lobbying. D'un autre côté, cette rapidité elle est dénoncée car elle prendrait de court la population et ne permettrait pas aux opposants de s'organiser. Bon, c'est pas simple ces histoires. Retenez qu'il y a un changement dans le rapport de force, il y a de moins en moins de candidats, donc ce sont maintenant les villes qui sauvent le CIO. En échange, on imagine que le comité doit aider les villes et leur garantir des retombées économiques. Bon, c'est plutôt l'inverse. En accueillant les Jeux, l'État doit faciliter la publicité, faciliter la construction, accélérer les démarches, etc., faciliter la fiscalité du CIO pour qu'il paye moins de taxes, et surtout, assurer que le CIO ne perdra pas d'argent. L'État doit promettre qu'il épongera les dettes. Si les Jeux sont bénéficiaires, l'argent retombe aux fédérations et non aux villes, et évidemment pas aux habitants. C'est un principe de base, le CIO ne perd jamais. Privatisation des profits et nationalisation des pertes. Un petit mantra souvent reproché au CIO. Ok, mais il y a bien un moment où quelqu'un valide toutes ces garanties de publicité, de fiscalité, d'urbanisme et surtout financière. Vous vous rappelez du gouvernement de 2024 ? Pas simple, il y a eu 4 premiers ministres. En juillet, Gabriel Attal refuse de signer. C'est le Premier ministre suivant, Michel Barnier, qui devra le faire. Il était président de l'organisation des Jeux de 92, ça tombe plutôt bien. Le 1er octobre, il dit que l'écologie et les finances publiques forment une épée de Damoclès au-dessus de la France. Le lendemain, il signe la garantie financière de l'État. Les opposants dénoncent aussi un déni démocratique. Au-delà de 460 millions de dépenses en équipement, la Commission nationale du débat public doit être saisie. Ça n'a jamais été le cas. Il y a bien eu quelques sondages. En 2023, l'IFOP demande « Seriez-vous favorable ou non à l'organisation de Jeux en 2030 respectueux de l'environnement dans les Alpes françaises ?» 73% de oui. Mais la question, elle n'est pas vraiment claire. Est-ce que les gens veulent les Jeux ou est-ce qu'ils veulent que des efforts soient faits pour que ces Jeux soient vertueux? Plus direct, le Figaro demande la même année « Pour ou contre le JO d'hiver 2030 ?» 61% contre. Bon, pour vous faire votre propre avis, il est temps de se plonger concrètement dans la candidature. Où vont être les épreuves et combien ça va coûter? Il y a 4 pôles pas complètement arrêtés, notamment sur les Paralympiques. Mais voilà où on en est. En Haute-Savoie, les épreuves de ski de fond et de biathlon. En Savoie, le saut, le bobsleigh et les descentes de ski alpin. Dans le Briançonnais, le snow et le freestyle. Et à Nice, les épreuves de glace en intérieur. Ok, la France a été choisie car elle possède 95% des équipements. Globalement, il en manque 2 qu'on va voir juste après. Mais si je vous dis que j'ai une piscine et qu'elle ressemble à ça, je pense que vous allez rester chez vous. Il y a des coûts de rénovation, ils sont importants. C'est le média Reporter qui a publié l'ensemble. J'ai donc analysé les 1,4 milliard de dépenses prévues en infrastructure. Pour commencer, on a les 100 millions d'aménagement de sites. C'est rendre accessible aux PMR par exemple. Juste au-dessus, on a nos rénovations, 100 millions également, principalement pris par les 44 millions de rénovation du saut à ski de Courchevel et des 43 millions du bobsleigh. Les 100 licenciés de la fédération de bobsleigh vont être ravis, c'est pas loin de 500 000 € d'investissement par licencié. En réalité, ça pose plutôt la question de maintenir cette épreuve sur un équipement déficitaire qui coûtera en coût de fonctionnement aux communes. On remonte, au-dessus on a 140 millions de dessertes. Si on découpe ça, moi je trouve que 87 millions iront principalement à un usage automobile, 30 millions de modernisation d'une nationale, 41 millions pour une départementale. Pour le train, il y a bien des travaux sur Briançon, mais pas d'investissement massif, alors que le réseau est capricieux autour des sites on va dire. En même temps, les Jeux c'est dans 4 ans, alors qu'il faut 10 ans minimum pour concerter et faire les études en amont des travaux. Rappelons que dans les grands événements, 60% des émissions de CO2 viennent des spectateurs. Allez, on reprend nos dépenses. Un peu plus haut, on a les ascenseurs valléens. C'est funiculaire qui relie les vallées aux stations. Ça permet de ne pas faire monter de voiture. J'en ai pris un il y a quelques semaines pour aller aux Arcs. Tu arrives en train, tu prends le funiculaire et direct en station. Pour les JO, il y en a plusieurs de prévus, à La Plagne pour 102 millions d'euros ou à Courchevel 75 millions. C'est 3 fois plus que prévu. Ça peut être intéressant si c'est bien raccordé à une gare, que les parkings sont assez grands, etc. On arrive sur un gros sujet, les équipements neufs. Le gros morceau, c'est bien la patinoire de Nice, la seule réelle construction des Jeux. Alors pourquoi Nice? J'ai pas de raison, si ce n'est que la patinoire actuelle est en mauvais état et que les autres patinoires des Alpes seraient trop petites. On aurait pu penser à Marseille ou à Lyon qui va accueillir les championnats du monde de hockey en 2028. Le maire de Nice promet que ça va rien coûter aux Niçois. Bon, il y a quand même les coûts de fonctionnement, 600 000 € par an.
Notons aussi la nécessité de couvrir l'Alliance Riviera pour les épreuves. L'OGC Nice devra jouer ailleurs et sera indemnisé. Les plus fins connaisseurs ont repéré l'absence de lieu pour le patinage de vitesse. Le choix retenu, ne pas créer d'équipement, pas même temporaire, mais fait rarissime, délocaliser les épreuves dans un autre pays, en Italie ou aux Pays-Bas, temple de la discipline. On réduit les coûts, mais on perd en proximité. Dernier poste de dépense, le plus gros, les logements, 655 millions. Comme on a 4 pôles d'épreuves, on a aussi 4 villages olympiques. Le plus onéreux sera celui à Briançon, près de 300 millions d'euros pour la réhabilitation des friches Vauban. À terme, ça devrait être un quartier mixte. Notez qu'un hôtel 4 étoiles est prévu, financé en partie par la Banque des Territoires, donc de l'argent public. Ses coûts d'infrastructure atteignent 1,4 milliard, dont 587 d'argent public. Il faut ajouter 2,1 milliards d'organisation pour la sécurité, la logistique, etc. Donc 3,5 milliards pour l'instant. Il y a des chances que ça augmente, mais il y a des chances que ça reste plus faible que les éditions précédentes. Alors est-ce que ces investissements vont valoir le coup? Est-ce que les sommes n'auraient pas dû être mises ailleurs? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, les organisateurs promettent des jeux sobres et durables. On va essayer de voir ça ensemble. Déjà, ce qui est certain, c'est que ces jeux feront couler moins de béton que Sochi. Mais rappelons que ça fait mal à dire, mais un événement sportif ne peut être bon pour l'environnement. Le mieux pour protéger un environnement sera toujours de ne pas faire. C'est la démarche ERC, éviter, réduire, compenser. On essaye de ne pas faire, on essaye de faire plus petit, on compense en plantant des arbres ailleurs par exemple. Il y a des choses qui dépendent du CIO, garder au programme certaines épreuves alors que les villes n'ont pas les équipements, le fait d'imposer des cahiers des charges complexes également ou de ne pas faire évoluer les épreuves. On en parlait dans la vidéo précédente. Certaines caractéristiques dépendent de la candidature, comme construire cette patinoire. Les 4 pôles qu'on a vus risquent de multiplier les déplacements de supporters ou d'officiels. On pourrait aussi envisager des villages temporaires comme pour les JO de cette année, ou loger les athlètes dans les hôtels existants. Mais ça priverait les stations de revenus touristiques, on perd aussi un peu le côté village et on multiplie les coûts de sécurisation. Surtout, les Jeux sont dans 4 ans, plus le temps de développer le ferroviaire. C'est une des différences majeures avec les Jeux de Paris. La rapidité des décisions. Les Jeux de Paris 2024, ils arrivent après les échecs des candidatures de 92, 2008 et 2012. La capitale a appris de ces échecs. Ce sont les sportifs qui portent la candidature, les politiques en soutien. La candidature s'est construite avec les syndicats et les ONG, avec un accent fort sur l'héritage des Jeux. La régénération de la Seine-Saint-Denis, la baignade dans la Seine également. Pour moi, la notion de durabilité a beaucoup à voir avec la grande question de ces Jeux d'hiver. Quel est l'héritage qu'ils vont laisser? L'héritage, c'est une notion hyper importante dans les Jeux Olympiques. Quelles traces matérielles et immatérielles les Jeux laissent derrière eux. Paris 2024, c'est quelques équipements, mais aussi une innovation et la possibilité de faire des Jeux autrement. Si on remonte plus loin pour les Jeux d'hiver, on peut citer les Jeux d'Albertville de 92, qui avaient amené le TGV en bas des pistes. L'héritage matériel des Jeux de 2030, ça sera une patinoire, des funiculaires, ça aurait pu être un développement du train ou la rénovation des passoires thermiques. Mais quel sera son héritage immatériel ? Imaginez dans 4 ans, on connaît un hiver très chaud. Est-ce que l'on retiendra que ces jeux seront une nouvelle fois ceux de la neige artificielle ? Ces espaces sont en danger. La montagne subit 2 fois plus rapidement qu'en plaine les effets du dérèglement climatique. Les glaciers disparaissent. Les habitants de ces espaces sont fragilisés. Le modèle des stations de ski est en péril, se tournant de plus en plus vers des élites et attirant de moins en moins de familles. Les prix explosent et les habitants à l'année doivent aller vivre toujours plus loin. La puissance d'influence des JO peut aider à construire d'autres imaginaires pour la montagne. Mais les Jeux d'hiver cherchent à prolonger leur modèle, là où la neige y serait éternelle, où on pourrait skier toujours plus haut. Les Jeux pourraient sensibiliser sur la fragilité de ces milieux, montrer d'autres aspects de la montagne et insister sur la nécessaire transition de ces espaces. Réfléchir à d'autres formes d'économie, d'autres formes de tourisme et de mobilité. Il reste encore un peu de temps pour que les Jeux d'hiver ne soient pas un acteur des destructions des montagnes, mais plutôt le moteur de leur transition. C'était le 2e épisode de cette série de vidéos sur les JO et plus globalement sur les montagnes. Allez voir la précédente si c'est pas déjà fait. En attendant, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, à booster depuis vos portables. À la prochaine.